Bonjour. Vous voyez, vous avez un nouveau président parce que notre président bien-aimé Gilles Chenesso a fui. Il a essayé de saisir les bureaux de la CCI France-Russie. On l'en a empêché. Alors, il a fui en France. Alors, je ne sais pas s'il est parti rejoindre Ciotti ou la NUPES, mais il est quelque part dans un avion en ce moment entre Istanbul et Paris. Mais on espère qu'il va revenir. Et puis, le Arnaud est avec lui, donc heureusement il nous reste Igor, il vous reste la vieille garde, Igor Delanoë et moi-même. Euh, mais on a un certain nombre de nouvelles. Je pense que à partir de la semaine prochaine, on va changer les briefings. Au lieu de vous faire des briefings sur la Russie, on va vous faire des briefings sur la France, parce que les nouvelles sur la France sont beaucoup plus riches que celles qui existent aujourd'hui sur la Russie. Mais enfin, Igor, je pense que tu as quand même deux, trois sujets dont tu souhaiterais parler, notamment des sujets économiques. Je te passe la parole et on t'écoute avec beaucoup d'attention. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Effectivement, ça a été malgré tout une semaine assez chargée aussi en Russie. Alors évidemment, avec tout à fait d'autres types de nouvelles, mais au niveau de l'économie, on a eu une première information qui est le maintien par la Banque centrale de Russie du taux directeur à 16%, donc inchangé. Cela dit, Madame Nabiulina a clairement fait savoir qu'elle n'excluait pas de sérieusement le rehausser, hein, ce sont ses termes. Cet été, si jamais l'inflation ne ralentit pas, pour l'instant l'inflation est officiellement entre 8 et 9%, hein, au plan statistique. Je rappelle qu'il y a une cible à 4%, hein, pour la Banque centrale, et que par conséquent, Madame Nabiulina se réserve la possibilité de le rehausser, peut-être à 18, peut-être à 20, qui sait, au courant de l'été, si jamais l'inflation ne ralentit pas. Toujours sur l'économie, deuxième information, les prévisions de la Banque mondiale pour l'économie russe. La Banque mondiale a publié ses nouveaux pronostics pour l'économie russe à la hausse, puisque si en janvier, elle prévoyait 2,2% de croissance pour la Russie en 2024, et bien désormais c'est 2,9% de croissance que la Banque mondiale anticipe pour l'économie russe donc cette année. Elle rejoint en cela la tendance à la hausse, hein, des prévisions qui a déjà été constatée dans les prévisions du FMI dont on a parlé le mois dernier, qui sont d'ailleurs plus optimistes, hein, parce que pour rappel, le FMI anticipe 3,5%. Elles sont à peu près au niveau du ministère russe de l'économie et du développement qui, lui, prévoit 2,8. Je rappelle qu'au premier trimestre, l'économie russe a fait 5,4% de croissance. Par conséquent, des révisions au fil de l'eau qui sont à la hausse pour l'économie russe pour 2024, donc à suivre. Autre information et non des moindres, eh bien, c'est ce qu'on a appris hier, à savoir que les États-Unis ont mis sur liste SDN la bourse de Moscou et un certain nombre d'organismes financiers russes. Alors, liste SDN, c'est la pire liste qui existe à l'OFAC, hein, en termes de sanctions, ce qui fait que la bourse de Moscou a arrêté, en tout cas, elle va arrêter ses opérations libellées en dollars et en roubles. Alors, quand je dis va arrêter, en fait, de fait, ils les ont cessés, mais l'OFAC a laissé, de mémoire, jusqu'au 13 août pour toutes les positions qui sont présentes, qui sont négociées à la bourse de Moscou en dollars et en euros pour fermer. Donc, 2 mois pour cesser toutes ces activités-là. Alors, évidemment, cela suscite plein de réactions. Évidemment, première réaction, bah, celle des gens qui ont, certains d'entre eux ont pu être pris d'un vent de panique et se sont précipités dans le bureau de change le plus proche de chez eux pour acheter des dollars, une espèce de réflexe quasiment atavique, hein. Sauf que le taux de conversion, évidemment, s'est envolé avec le dollar depuis hier. On a vu des taux à 120, 130, je crois même avoir vu passer une photo avec un taux à 200. Puisque désormais, c'est un petit peu finalement des taux usuriers qui vont s'appliquer, étant donné que la bourse de Moscou n'a plus la possibilité de fixer elle-même le taux de change du dollar et de l'euro. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui a été prévu dans un oukase d'octobre 2022, comme quoi les Russes, là aussi, avaient anticipé cette possibilité, évidemment, que les Américains s'en prennent à la bourse de Moscou et donc attaquent le rouble, hein. À savoir que désormais, ces taux seront fixés par la banque centrale en fonction eh bien, des retours que font les banques privées russes, hein, qui elles aussi ont des opérations de change, hein. On voit tous des bureaux de change dans les Sberbank et autres pour acheter du dollar, de l'euro
et éventuellement d'autres monnaies, et qui donc tous les jours ont un taux qui évalue en fonction de la demande, de l'offre, etc. Donc finalement, c'est un petit peu un taux qui sera une synthèse de ces taux de change que lui rapportent les banques et les autres organismes russes qui travaillent avec du rouble avec du rouble, de l'euro et du dollar. Et une autre conséquence qu'on peut tout à fait imaginer, eh bien, c'est qu'évidemment, il y aura une part encore plus forte dans les échanges à la Bourse de Moscou pour le yuan, et que finalement, cette mesure va accélérer la dédollarisation de l'économie russe, qui est déjà, on le sait bien, fortement engagée. Et bien là, avec cette mesure-là, elle va être, à mon avis, catalysée, puisque je pense que le yuan va remplacer une grande partie des opérations qui jusque-là étaient faites en euros et en dollars. D'ailleurs, les opérations libellées en euros et en dollars à la bourse de Moscou étaient encore assez importantes, hein, pratiquement pas loin de 50%. Ce qui fait qu'il y avait un intérêt pour les Américains de s'y attaquer, parce que si jamais elles avaient été extrêmement marginales, il n'y aura pas vraiment un intérêt à mettre sur SDN la bourse de Moscou, puisque l'impact aurait été très limité. Là, évidemment, comme il y avait encore beaucoup d'opérations en devises, eh bien, évidemment, ils escomptent, enfin, ils misent évidemment sur un électrochoc dans le système financier russe. Mais une fois encore, depuis octobre 2022, en octobre 2022, un oukase a été pris pour poser un cadre légal dans le cas de figure où cette mesure se présenterait et est donc intervenue un an et demi plus tard. Autre nouvelle, celle qui nous vient du Forum de Saint-Pétersbourg qui s'est conclu la semaine dernière. Vladimir Poutine, dans les quelques mesures de nature économique qu'il a annoncées, a parlé du retour de l'indexation des pensions des retraités actifs. Alors tout à l'heure, Emmanuel parlait de la situation en France. L'indexation des retraites en France, on connaît, hein, c'est un sujet. Bon, là, il s'agit de finalement réindexer les pensions des retraités actifs. C'est donc une mesure qui rentrera en vigueur au 1er février 2025, qui devrait coûter au budget fédéral environ 100 milliards de roubles, c'est-à-dire environ 1 milliard d'euros. Par ailleurs, le président a proposé que les entreprises du secteur de l'information, hein, les fameuses entreprises IT, bénéficient d'un taux d'imposition réduit à 5% jusqu'en 2030 pour les aider et les soutenir dans leur adaptation à la nouvelle réalité. Toujours au plan d'économie, hein, je vous dis, il y avait beaucoup de nouvelles que, en tout cas, j'ai trouvées intéressantes. C'est le solde du commerce extérieur dont on a pu parler il y a quelques mois quand on parlait du commerce extérieur de la Russie. Et bien, sur la période de janvier à avril, il s'est établi à plus 50 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement plus 19% par rapport à l'année dernière sur la même période, avec des exportations qui diminuent, des importations qui diminuent aussi, mais beaucoup plus que les exportations, pratiquement une diminution de 10% des importations. L'Asie, vous l'imaginez bien, reste le principal partenaire commercial de la Russie et l'Afrique aussi continue de progresser puisque l'Afrique représente environ 9 milliards de dollars d'échanges de janvier à avril. Et pour vous donner un ordre d'idée, 9 milliards, c'est quasiment ce que la Russie échange chaque année avec l'Algérie et l'Égypte cumulées. Ce qui fait que donc là, en 4 mois, la Russie a échangé avec le continent africain dans son ensemble autant qu'elle échange d'ordinaire avec l'Afrique, avec l'Égypte et l'Algérie cumulées. Tant et si bien qu'a priori, 2024 devrait être un bon millésime pour le commerce entre la Russie et l'Afrique, hein. Je crois que la progression de l'Afrique, c'est plus 30% donc avec les chiffres que je vous donne par rapport à l'an dernier, ce qui est évidemment non négligeable. Encore un chiffre, ça fait beaucoup de chiffres, je suis désolé, mais que j'ai trouvé intéressant, le déficit budgétaire. Ça aussi, c'est un indicateur qu'on connaît bien et que l'on surveille. Déficit budgétaire représente 0,5% du PIB au 31 mai, sur l'exercice budgétaire 2024, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mai, 0,5% du PIB, c'est-à-dire environ 983 milliards de roubles. Donc pour l'instant, évidemment, c'est évidemment maîtrisé et ça fait appel à un autre chiffre, celui des recettes tirées des exportations des hydrocarbures. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on surveille beaucoup, hein. Tradition de dire que la Russie est, comment dirais-je, une économie de rente qui dépend exclusivement des exportations d'hydrocarbures. Alors c'est très discutable, mais évidemment qu'il y a beaucoup, les hydrocarbures pèsent beaucoup dans les exportations et les rentrées. Et bien là, les rentrées sont en nette hausse sur les 5 premiers mois de l'année, là aussi, entre janvier et mai, puisque elles sont en progression de pratiquement 74%. Elles ont rapporté environ pratiquement 5 000 milliards de roubles au budget, ce qui est donc évidemment énorme
sur les 5 premiers mois de l'année. J'arrête ici pour l'économie, je vais passer à la politique avec des nouvelles, alors beaucoup de nouvelles qui tournent autour de Andrei Belousov, vous savez, le nouveau ministre russe de la Défense. Alors tout d'abord, il a rencontré lundi une vingtaine de correspondants de guerre, donc à la fois des médias fédéraux, Россия 24, Первый canal, enfin, j'allais dire les médias entre guillemets mainstream, mais surtout, dans ce lot de 20, il y avait 3 Wayenkorps, vous savez, les correspondants de guerre, c'est des blogueurs, hein, dont on parle ici aussi occasionnellement, qui sont très influents, parce que c'est des blogueurs qui disposent de chaînes Telegram suivies parfois par plusieurs millions de personnes. Vous les connaissez peut-être ou vous en avez entendu parler, hein, Yuri Podoliaka, Padoubny et Kots qui étaient là, donc parmi les 3 plus influents, qui ont été reçus donc, par le nouveau ministre de la Défense à huis clos. On a vu quelques photos, mais évidemment que la réunion a été fermée. Le ministre de la Défense, donc cherchant à les entendre, à les écouter, prétendant avoir des échanges francs et directs avec eux pour savoir quelle est la situation sur ce qu'on appelle la ligne de contact, dans la zone de ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale. Et pour ce qu'on a eu comme retour de cet exercice, qui est le premier du genre. Hein. Je rappelle que Shoigu, non seulement n'avait jamais rencontré les Vaillancourt, mais surtout que c'est les Vaillancourt détestés. L'ancien ministre de la Défense, hein, certains s'exprimaient très, comment dirais-je, de manière très critique. Bon, le plus critique n'était pas Vaillancourt, c'était Prigogine. Vous savez comment il a fini. Mais les Vaillancourt, eux, sur leur blog, parfois, effectivement, faut comprendre qu'ils désapprouvent ou qu'en tout cas, ils ne s'associent pas à telle et telle mesure ou décision de l'état-major sur ce qui se passe sur le champ de bataille. Ça peut leur arriver. Ils sont notamment très critiques des briefings, enfin, des restitutions que propose le ministère de la Défense tous les jours. Certains disent qu'ils ne les écoutent plus depuis très longtemps. Donc on voit effectivement des positions assez tranchées. Alors, pour certains, cet exercice a été qualifié une discussion très constructive, alors que pour d'autres, a priori, les Vaillancourt est apparu comme étant un exercice assez inutile, mais reste à voir si jamais cet exercice va se répéter, ou s'il s'agissait d'une opération d'affichage. À mon avis, cette rencontre-là, surtout si jamais elle s'institutionnalise en quelque sorte, elle a vocation à servir la mission d'audit d'Andrei Belousov. C'est qu'Andrei Belousov a entrepris un vaste audit du ministère de la Défense qui a donné lieu notamment au débarquement d'un certain nombre de grands officiers dont on a parlé dans ces dernières semaines. Hein, je ne reviens pas dessus. Et que donc, il va auditer comme ça cette institution. Et à mon avis, cette rencontre rentre dans cette logique, savoir ce qui va et ce qui ne va pas, avec évidemment le risque que cela mette en porte-à-faux un certain nombre de subalternes de M. Belousov au sein de l'état-major des armées. Deuxième nouvelle politique, toujours avec M. Belousov, eh bien, il a été nommé par Oukaz de Vladimir Poutine au Conseil de sécurité de la Fédération, dont le secrétaire, comme vous le savez, est l'ancien ministre de la Défense, M. Shoigu, qui a pris la succession de M. Patrouchev. Et donc là, c'est un peu une couleuvre pour M. Shoigu, puisque, évidemment, mettre celui qui lui succède au ministère de la Défense autour de la table dans le Conseil de sécurité, c'est lui faire quand même un peu d'ombre. Et une des façons d'expliquer ça, en tout cas, moi, c'est ma théorie, c'est que je pense que le président russe souhaite que le ministre de la Défense soit associé à la refonte d'un certain nombre de documents doctrinaux très importants, la doctrine militaire. L'actuel texte date de 2014 ce qu'on appelle la doctrine nucléaire. Le texte date de 2020 et le concept de sécurité nationale qui date de 2021. Donc, ce sont 3 documents doctrinaires fondamentaux dans le domaine de la sécurité et de la défense russe qui ont été écrits avant l'éclatement du conflit en Ukraine et qui évidemment appellent à être refondus. D'ailleurs, de plus en plus de rumeurs comme quoi ça va être le cas, notamment en ce qui concerne le volet nucléaire. Et évidemment, il ne serait pas, comment dirais-je, anodin qu'on associe le ministre de la Défense à cet exercice-là, sachant que ces textes-là, en règle générale, sont quand même très largement élaborés par le Conseil de sécurité de la Fédération, hein, qui est un organe consultatif qui a vocation à donner des mesures, comment dirais-je, performatives, hein, pour notamment les questions de sécurité, évidemment, et de défense. Donc, on peut l'expliquer, cette nomination, notamment par ces documents qui vont être réécrits probablement dans le courant de l'année. Je passe sur la diplomatie, troisième volet de notre briefing. Alors,
Le point sur l'aide à l'Ukraine, avec alors là un gros sujet, enfin un gros sujet, le principal sujet qui est évidemment la France, puisqu'en fin de semaine dernière, la France a annoncé, alors non pas qu'elle allait envoyer les instructeurs, ça pour l'instant, ça a été mis manifestement entre parenthèses, mais qu'en revanche, elle allait céder un lot de Mirage 2000 à l'Ukraine et entraîner, équiper, former 4500 soldats ukrainiens. Par ailleurs, un industriel français, KNDS, hein, qui est une filiale de Nexter. Nexter, ce sont ceux qui font les canons César, hein, dont on a tous entendu parler. Eh bien, cette filiale a signé le 7 juin une lettre d'intention pour implanter en Ukraine un centre de maintenance et de production avec un industriel ukrainien. Et il y aura également, dans le cadre de ce partenariat industriel, un site pour la production d'obus d'artillerie sous licence, donc directement en Ukraine. Et là, les Français emboîtent le pas à un autre pays, hein, qui est que l'Allemagne, puisque l'Allemagne a été un peu pionnière en la matière. L'allemand Rheinmetall, Rheinmetall sont ceux qui font les tanks, fameux tanks Léopard, hein, a ouvert cette semaine, enfin, ces jours-ci, le premier centre de production et de maintenance de véhicules blindés en Ukraine même. Alors, on ne sait pas où, évidemment, hein, comment dirais-je, un site secret. Non, alors non pas pour des léopards, mais pour des Marder, hein, qui sont donc des véhicules blindés que l'Allemagne a livrés aux Ukrainiens. Mais les Allemands continuent de s'opposer à l'idée d'envoyer des instructeurs occidentaux en Ukraine. Ils ne sont pas les seuls, hein, les Italiens, les Espagnols aussi. Alors les Italiens et les Espagnols l'avaient déjà fait savoir publiquement, l'Allemagne aussi, mais là ça a été redit ces derniers jours, puisqu'on a appris à travers la presse allemande que le chef d'état-major français, M. Burkhardt, avait fait circuler une lettre à un certain nombre de ses homologues occidentaux, les Polonais, les Américains, des pays baltes, des pays nordiques, pour les inciter à rejoindre une sorte de coalition des bonnes volontés pour envoyer des instructeurs en Ukraine. Eh bien, suite à cette démarche, Rome, Berlin et Madrid ont de nouveau fait savoir qu'eux, ils n'en seraient pas et qu'ils estimaient que c'était potentiellement une mesure escalatoire dans le conflit en Ukraine. Un mot sur la conférence pour la paix en Suisse, qui s'approche, hein, puisque ça devrait commencer le 15, c'est-à-dire après-demain, et durer ce week-end, samedi, dimanche. Le nombre de participants, à en croire la presse, diminue. Alors, je vous disais qu'il y avait 106 pays qui avaient confirmé leur participation sur 160 qui étaient invités. Reuters, en début de semaine, a expliqué que finalement, ce serait 90 pays qui seraient représentés, donc au lieu des 106. Et Radio Free Europe, qui est, je rappelle, classé agent de l'étranger par la Russie et donc on ne peut pas suspecter de complaisance à l'égard du Kremlin, a fait savoir avant-hier, je crois, qu'il n'y avait plus que 78 pays représentés dans cette conférence. Je rappelle qu'il y a 60 pays qui ont pris des sanctions contre la Russie suite à l'éclatement du conflit en Ukraine, une immense majorité de pays occidentaux. C'est pratiquement le nombre de pays qu'on trouve dans le groupe de Rammstein, dont je vous parle occasionnellement pour l'aide militaire à l'Ukraine. Et donc là, 78, on peut imaginer qu'on retrouve les 60 qui ont pris les sanctions, plus 18, alors l'Inde, un ou deux peut-être pays africains, quelques pays d'Amérique du Sud, des pays asiatiques, pour commencer. Après, il faut avoir le niveau de représentation. Quels représentants officiels seront envoyés par ces pays? Est-ce que c'est le chef d'État, de gouvernement? Est-ce que c'est un ministre? Est-ce que c'est un ambassadeur? Ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, le Mexique et le Pakistan ont fait savoir qu'ils ne viendraient pas, hein. La semaine dernière, je vous avais parlé du Brésil, vous avez parlé de l'Afrique du Sud, enfin d'autres pays. Par conséquent, on regardera à l'arrivée effectivement qui est autour de la table, quel niveau de représentation et de quoi on va parler. Et de quoi on va parler, il semblerait que là aussi, l'agenda des discussions se fixe autour des 3 points les plus consensuels: la sécurité nucléaire, j'en ai parlé la semaine dernière, je ne reviens pas dessus, la sécurité alimentaire avec la question de la navigation en mer Noire et la question des prisonniers. Et selon le média japonais NHK, la question d'exiger le retrait des troupes russes du territoire ukrainien a été évacuée de l'ordre du jour. On ne discutera même pas parce que manifestement, c'est évidemment un point qui est beaucoup trop polarisant, notamment à l'égard des pays dits du Sud global. Et visiblement, c'est un point qui a été mis sur le côté dans ce contexte-là. Le chef de la diplomatie chinoise, M. Wang Yi, a appelé de nouveau, depuis Nijni Novgorod, où il se trouvait dans le cadre d'un sommet des ministères des Affaires étrangères des BRICS, à une autre conférence pour la paix, où siégeraient la Russie et l'Ukraine sur un pied d'égalité. C'est lui qui a insisté là-dessus. Et je rappelle que c'est une formulation qu'on retrouve dans le communiqué final
Chine-Brésil, dont je vous ai parlé la semaine dernière, hein, pour faire un sommet qui rassemblerait en tout cas, qui aurait l'ambition de rassembler plus de pays pour discuter de comment est-ce qu'on met un point, comment est-ce qu'on termine les combats en Ukraine. Voilà, Emmanuel, je m'arrête là. Ça faisait beaucoup de sujets et je prends les questions. Merci beaucoup. C'était intéressant comme d'habitude, et, Igor, très complet. Euh, on a une première question auquel on va répondre tout de suite parce que la personne qui l'a posée nous dit qu'elle doit partir à 17 heures, heure de France. Et c'est une question pour les Français habitant en Russie. Cette personne nous dit les Français de Russie ont voté majoritairement 67% pour tout parti d'extrême droite confondu, dont 19% pour Asselineau, le Frexiteur. Que signifie ce vote? Je ne sais pas si tu veux répondre ou tu veux que j'y réponde, c'est comme tu veux. Bon, moi, je peux dire que, il y avait un taux de participation, je crois, qui était très faible. J'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y a en tout quelques centaines de bulletins. 400 Ouais, 400 sur 1500 sur inscrits, 1500 votants. 1500 votants. Bon, voilà, donc c'est un taux de participation qui est assez faible. Voilà, je n'irai pas plus loin dans les commentaires, si jamais tu as des choses à Euh, rajouter. vous l'avez fait remarquer vous-même, il y a donc 19% pour Asselineau, le Frexiteur. Vous pouvez imaginer que les Français de Russie ne sont pas très, un soutien très fort de Madame von der Leyen, qui aiment faire la guerre. Donc, effectivement, il y en a beaucoup qui sont Frexiteurs. Donc, c'est un petit peu le reflet de ce que vous voyez. C'est une réaction. C'est une réaction à l'Europe, mais il n'y a pas de. Par ailleurs, on revient. C'était 75% qui votaient à droite, qui a toujours été le taux que vous aviez eu à Moscou auparavant, jusqu'à Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron a été élu la dernière fois à 70%. Aujourd'hui, il a eu 7,8% des voix. Donc, la balance est refaite à nouveau vers la droite. À savoir que le Rassemblement national, qui était le premier parti en Russie, a eu 24%, donc moins que la moyenne nationale. Et ils ont toujours eu moins que la moyenne nationale à Moscou. Voilà tout ce qu'on Et peut dire sur les élections, mais effectivement, c'est 400 votants sur 1500, donc c'est pas non plus énorme. je crois que Jean Lassalle a eu 4 bulletins. Ah oui, alors t'en sais plus que moi. Ouais, Ouais, j'ai regardé sur la page de ouais, l'ambassade le ouais. décompte exact. Euh, Ouais, ouais. Et un certain nombre ont eu zéro bulletin, bien évidemment. ouais, Alors, on a d'autres questions. Bon, on en a une sur Boléosov, mais tu as beaucoup parlé de Boléosov. Les BRICS, oui. ils ont commencé leur sommet des BRICS en Russie, là. Oui, alors il y avait cette semaine, là, le 10-11, donc en milieu de semaine, à Nijni-Novgorod, le sommet des ministres des Affaires étrangères des BRICS qui était là. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Principalement, ils ont avancé ben, justement sur la question des échanges financiers internationaux avec une plateforme de paiement des BRICS qui s'appelle BRICS Bridge qui devrait donc, comment dirais-je, leur permettre à terme, alors je ne sais pas à quel point le chantier, comment dirais-je, est avancé hein, concrètement, est-ce que ça fonctionne ou pas encore, mais en tout cas, ils avancent sur la création de cette plateforme de paiement qui leur permettrait de s'affranchir des instances classiques hein, que tout le monde connaît sur les circuits de paiement internationaux. Donc ça, c'était, je crois, l'agenda. Et il y a un autre élément que les Russes prônent, parce que je rappelle que la Russie, cette année, a la présidence des BRICS, hein, c'est pour ça que ça se passait à Nijni-Novgorod, et qu'il y aura un sommet des chefs d'État des BRICS qui va arriver à l'automne à Oufa ou à Nijni, je ne sais plus dans quelle ville. Un autre élément qui est avancé, c'était de faire une bourse des BRICS pour les céréales. C'est-à-dire que là aussi, c'est un levier quand même de puissance des BRICS. Alors pour la Russie, c'est évident, hein, c'est dans un des principaux exportateurs, mais le Brésil aussi en est. Et le Brésil, en matière d'agriculture, c'est pas rien. Et donc là, ils ont compris qu'il y avait un intérêt à unir un peu leurs forces. Alors, si je voulais faire un mauvais parallèle, je parlerais un petit peu d'OPEP des céréales, en quelque sorte. C'est-à-dire que essayer peut-être de coordonner tout du moins dans la politique,
se coordonner un peu dans la politique sur la question bah, des cotations, des prix. Enfin, on va voir où est-ce que ça va aller. C'est peut-être le début d'un processus. Je veux dire, quand on a créé l'OPEP à l'époque, on ne pensait pas qu'aujourd'hui encore, peut-être, ce serait un organisme aussi influent et aussi puissant et qui fait un peu la pluie et le beau temps sur le prix du pétrole. Bon, ben, rendez-vous dans 40 ans, 50 ans pour voir si jamais cette bourse des BRICS sur les céréales fonctionne, ce que ça va donner. Donc ça, voilà, ce sont des agendas sur lesquels, des points en tout cas de l'agenda sur lesquels les Russes veulent avancer durant leur présidence. On nous pose une question aussi sur le jeu des BRICS qui se sont ouverts, eux, à Kazan. On nous demande si c'est une réelle initiative ou un cache-misère. Alors ça, je vous avoue que j'ai pas regardé, donc je peux pas trop vous dire si jamais c'est gâche-mise ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a déjà des infrastructures qui sont bien présentes à Kazan, puisqu'il y a eu les Olympiades. C'était quoi? C'était une dizaine d'années, hein, je crois, de mémoire. Ils avaient aussi accueilli évidemment en 2018 des matchs de la Coupe du Monde de football. Donc quand vous allez à Kazan, vous voyez hein, tout ça, il reste, les infrastructures évidemment, le village entre guillemets olympique, hein, où les athlètes pendant les Olympiades s'entraînaient, dormaient, etc. Donc ils ont déjà de bonnes infrastructures. Donc en tout cas, s'il y a des jeux, c'est un moyen que ces infrastructures soient utilisées de nouveau, quel que soit le niveau de participation et l'ampleur, je dirais, de ces jeux. Une question sur l'accord entre Washington et Riyad qui stipule que l'Arabie saoudite fixe le prix de ses exportations pétrolières exclusivement en dollars et investit ses recettes pétrolières excédentaires dans des bons du Trésor américain. Et cet accord a expiré le 9 juin. Quelle proposition de Moscou au PEP+. Est-ce que tu sais ça? Alors oui, l'accord, enfin, c'est quand même un très gros accord là, qui pour l'instant n'a pas été renouvelé. Alors, il faut que je vois si jamais les Saoudiens ont dit non, on veut plus jamais le renouveler, ou si jamais en réalité c'est une posture de négociation par rapport à ce qui se passe à Gaza, en Israël, etc. Parce que tout ceci est évidemment tout ceci intervient dans ce contexte-là. Mais en ce qui concerne l'OPEP+, c'est-à-dire l'OPEP à laquelle la Russie n'appartient pas, augmenté d'un certain nombre de pays qui ont décidé de passer un accord avec l'OPEP, dont la Russie, mais d'autres pays également producteurs de pétrole. Il y a quelques jours, l'OPEP+ a décidé de reconduire les quotas qu'il y avait cette année pour l'année à venir, c'est-à-dire ils n'ont pas prévu de pomper plus l'année prochaine. Donc ils vont pomper autant, voire peut-être même un tout petit peu moins. Enfin, c'est des quantités assez faibles, mais bon, et donc, j'allais dire, au grand désespoir des Américains, parce que les Américains n'arrêtent pas de leur demander, en tout cas de demander à l'Arabie Saoudite, justement, de pomper plus, d'ouvrir les vannes pour faire tomber le prix du pétrole, que ça attaque l'économie russe, hein, le schéma, j'allais dire, classique, hein. Sauf que les Saoudiens disent non et continuent de maintenir les quotas en l'état. Et manifestement, il y a un consensus, puisque ces quotas ont été reconduits, je vous dis, la semaine dernière, là, pour l'année à venir et ils se rencontreront la prochaine fois au mois de décembre prochain. Donc, visiblement, politiquement, cet accord, je rappelle que l'accord OPEP+, c'est 2016, hein, et que personne n'y croyait à l'époque, Ouais. et que ça fait 8 ans que ça dure. On nous pose aussi une question sur la visite de Poutine à Erdogan en juillet. Est-ce que tu connais l'ordre du jour? Alors oui, il s'agit d'une rencontre qui devrait se tenir à Astana. Alors Poutine, entre-temps, va avoir des déplacements. Juste une parenthèse, après j'en parle. Il va se rendre au Vietnam le 19 juin prochain. Et il devrait, avant ou après, on ne sait pas trop, se rendre en Corée du Nord, normalement. Hein, vous savez qu'il y a des liens qui sont en train une sorte de redécouverte des liens entre la Russie et la Corée du Nord. Bon, le Vietnam, c'est une vieille histoire. Les Vietnamiens sont dans une logique de diversifier les relations avec, y compris avec les États-Unis. On a vu une normalisation il y a quelques années qui était assez spectaculaire, parce qu'évidemment, la Chine leur fait peur. Ils ont des contentieux avec la Chine, et donc ils discutent avec beaucoup de monde, dont évidemment avec les Russes. Et donc, oui, il y a cette rencontre avec Erdogan qui devrait intervenir à Astana, au Kazakhstan, en juillet, dans le cadre de la réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Et donc, en marge de cette réunion, il devrait y avoir un tête-à-tête, une rencontre entre Erdogan et Poutine. Du côté des Turcs, ou du Kremlin de Peskov, je ne sais plus, on a expliqué qu'il y avait plein de questions à discuter, évidemment la mer Noire, la situation en Ukraine, mais également la Syrie, le Caucase du Sud, qui n'arrête pas de défrayer la chronique. Donc il y a en fait plein de sujets à évoquer, la question de l'énergie, hein, parce que les Russes construisent une centrale nucléaire, je rappelle, en Turquie, qui a un projet de deuxième centrale nucléaire et que manifestement Rosatom est plutôt bien positionné.
Donc, ils ont beaucoup de sujets, évidemment, à évoquer. Et tout à l'heure, on en parlait, hein, le sujet des relations économiques entre les deux pays et surtout des flux financiers, hein, puisque les banques turques ont été explicitement menacées par l'OFAC. Et donc, elles ont dû lever très clairement le pied sur les transactions financières, ce qui a provoqué une chute du commerce entre la Russie et la Turquie au premier trimestre. Mais on a l'impression que des deux côtés, on veut trouver une solution, y compris du côté turc, pour surmonter cet obstacle. D'accord. Alors, on nous demande si nous avons des nouvelles des citoyens français retrouvés près de Baïkonour, mais je pense, à l'exception de ce qu'on a déjà entendu, sauf si tu as eu d'autres choses, Igor, malheureusement, il y en a un des Bah, deux qui serait décédé bah oui. et l'autre, j'imagine, qui a été recueilli par les Russes près de Baïkonour et qui doit rentrer, j'imagine, sur Moscou. Donc, pas d'autres nouvelles pour eux. Non. Euh, je voulais faire un petit commentaire sur le SPIF, le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Toutes les chambres occidentales à Moscou se parlent très régulièrement parce qu'on se parle généralement au moins une fois toutes les 2 semaines et ont décidé d'aller au Forum économique de Saint-Pétersbourg comme chaque année. Donc, nous y sommes allés en tant que Chambre française, mais nous y sommes allés avec nos homologues européens, l'Association du business européen, allemand, italien. Il y avait des Finlandais, il y avait aussi les Américains qui étaient là et les Japonais. Mais ce qui est intéressant de noter, parce que c'est notre 16e forum, c'est que il y avait très très peu d'Occidentaux, alors que bien évidemment auparavant il y avait énormément d'Occidentaux. Mais il y avait le même nombre de personnes, c'était à peu près 17 000, 17 000 personnes lors du forum. Et les Occidentaux sont complètement remplacés par des Indiens, des Chinois, des Africains. Ce qui fait qu'il y a à peu près le même nombre de personnes hein, et qu'évidemment les sujets sont devenus beaucoup plus centrés sur l'Est que sur l'Ouest. Mais, euh, mais les BRICS étaient très présents et c'est là où on voit qu'il y a le virage de l'économie russe sur l'Est se fait beaucoup plus rapidement qu'on ne pouvait le prévoir au départ. Euh, et c'était un Et forum très intéressant. t'as oublié les talibans. J'ai oublié les talibans, cher à Pavel, Bah qui n'est ouais, pas là aujourd'hui parce qu'il doit être en train de boire un coup avec eux, si je puis voilà. m'exprimer ainsi. Mais je les ai pas vus cette année, pour Ah, tout avouer. Mais il paraît qu'il y en avait l'an dernier, on les avait vus. mhm. Mais cette année, on les a pas vus. Bon. Voilà. Donc, nous n'avons plus de questions. On va pas vous retenir plus longtemps. Igor, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. La semaine prochaine, ce sera encore moi, parce que le président sera toujours retenu en otage en France. On vous donnera de ces nouvelles si on arrive à en obtenir. Mais en tout cas, merci beaucoup. La CCI France-Russie reste à vos côtés. Tenez bon et à la semaine prochaine.